Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Géraldine Selesian, directrice marketing et communication chez Daveo. Nous sommes très heureux de vous accueillir en nombre pour ce 4e webinaire d'Avril Agile, RPA et agilité, de la crise à l'intégration dans le produit. Philippe Poux vous expliquera brillamment, j'en suis certaine, la signification de cet acronyme RPA et vous pourrez échanger avec lui sur le sujet lors de la session questions-réponses en fin de webinaire. Nous allons parler notamment réduction temps et valeur ajoutée. Je ne doute pas que nous sommes tous concernés par le sujet. Nous remercions donc Philippe Poux, qui est Solution Specialist of SAP Intelligent Robotic Process Automation chez SAP, et Marc Marliot, Head of Agile et Product chez Daveo, mais je sais que vous le connaissez tous à présent. Et on remercie également toute notre communauté Agile qui animera également les prochains webinaires. Alors, je vais faire rapide et bref. Donc, Avril Agile, c'est un événement qui a été créé il y a 2 ans avec la volonté de transmettre notre passion pour l'agilité à une cible très large, donc aussi bien un curieux de passage qu'un expert. Et c'est tous les jeudis du mois d'avril. Et donc, en ce 15 avril, nous avons fait la moitié du parcours. Et cette année, c'est 9 webinaires gratuits que nous vous proposons. Vous pourrez vous inscrire au prochain pour ceux qui le souhaitent. On essaiera de vous mettre un petit call to action pendant le webinaire. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Daveo, voilà, je vois que la slide est passée. Nous sommes donc un cabinet de conseil en management et technologie. On a 4 offres structurantes, l'agile bien évidemment, notre offre historique, l'offre produit et également la technologie et le cloud. Nous avons 320 collaborateurs sur 5 agences en France. Et je voulais vous dire un petit mot justement sur nos collaborateurs avec qui on a décidé de produire des contenus collaboratifs comme des livres blancs. On vous en proposera un en fin de webinaire pour ceux qui ne l'auraient pas encore consulté et qui le souhaiteraient. Donc, j'invite sans plus attendre Philippe et Marc à monter sur scène. Et je vous passe un petit slide de questions en attendant pour vous préciser qu'il y a le petit onglet questions juste à droite de celui de chat. Vous pouvez poser toutes celles que vous avez par la tête et qui vous brûlent les lèvres depuis un moment. Et vous pouvez même liker les questions qui vous intéressent le plus. Et Philippe et Marc se feront un plaisir de vous répondre. Avril Agile est donc ouvert. Hello Géraldine, bonjour Philippe. Donc petite présentation avant de te passer la main. Marc Marliot, Head of Agile and Product chez Daveo. Donc je suis là pour parler de la cohérence entre nos offres, nos communautés, et puis aider nos communautés agiles et produits à grandir au quotidien. Ce rendez-vous sur le RPA, moi je l'ai voulu parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y a un vrai lien avec la trousse à outils au niveau des équipes agiles. Et c'est un vrai plaisir que je vais avoir à t'écouter, Philippe, à intervenir peut-être un petit peu en fonction de là où tu nous emmènes, et puis à poser les questions qui seront posées dans l'onglet questions tout au fur et à mesure, tout au long de ta conférence, pour terminer ce webinaire, effectivement, par un échange un petit peu plus drivé par les personnes qui écoutent. Je te laisse la parole, Philippe, à toi. Eh bien, merci Marc et bonjour à tous. On va parler RPA, on va parler robot. Alors, pour commencer, on va déjà dédramatiser, puisque le robot, c'est terrible, mais moi, c'est celui-là que j'aime bien comme robot. J'aime bien les questions que certains se posaient, de se demander si un robot, ça savait rêver. Moi, je suis persuadé que oui. Alors, je vais aussi faire une petite pirouette. Depuis que le terme RPA a été inventé, je suis un petit peu chagrin parce qu'ils l'ont appelé RPA. J'aurais adoré qu'ils l'appellent RTA. Parce qu'en fait, on ne robotise pas des process, on robotise des tâches. Et c'est important de comprendre que ce qui va simplifier la vie des collaborateurs dans beaucoup d'entreprises, c'est pas tellement qu'on fasse le boulot à leur place, c'est plutôt qu'on prenne en charge les tâches les plus casse-pieds, les plus répétitives, etc. Alors, d'où ça vient, la RPA? Pourquoi c'est né? Je vais vous expliquer en reprenant par les bases, côté un peu Matrix. La première base, c'est la vérité opérationnelle. Quand on va voir les gens travailler dans des entreprises, que ça soit dans le service des ventes, la logistique, la finance ou autre,
partout on voit la même chose, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont un écran et une pagaille d'applications dessus. Alors, il y a plein de raisons à cette pagaille d'applications. L'informatique appelle souvent ça le patrimoine applicatif. De temps en temps, j'appelle ça le millefeuille applicatif. Jusque-là, tout va bien. Chaque application fait bien son travail en général. Elles ont juste un peu oublié de communiquer entre elles. Et moi, le constat que je faisais régulièrement, c'était de voir que les gens passaient beaucoup de temps à copier-coller des données d'une appli à une autre. Et toutes les idées qui nous sont venues là-dessus se sont dit, ben, si au niveau de l'interface des utilisateurs, on commençait à se dire qu'il faut qu'on soit capable de faire ces liens qui manquent. Même si techniquement c'est très compliqué, même si le patrimoine applicatif fait qu'il y a des applis web très modernes et puis qu'il reste du 3270, il doit y avoir une façon de faire. Le RPA, il est né de cette idée. Est-ce qu'on ne serait pas capable de faire du script qui va prendre en charge un certain nombre de petites activités répétitives à la place de l'utilisateur? Comme ça, il va pouvoir se concentrer sur la valeur ajoutée de son travail. Donc, on travaille sur les interfaces, pas obligatoirement d'ailleurs en mode uniquement technique sur les interfaces, mais on va les comprendre comme les humains. Et puis, quand l'humain en a besoin, en cliquant sur un bouton, par exemple, ça va déclencher une série de copier-coller qu'il aurait dû faire, mais que du coup, mon robot va faire à sa place. Et pendant ce temps-là, il peut parler plus facilement à son client. Et je pense que vous avez tous des tonnes d'exemples comme ça, avec votre banquier, par exemple, mais quelques autres organismes. On le voit bien quand on appelle son opérateur téléphonique et qu'on lui pose des questions, on voit bien que le conseiller qu'on a, de temps en temps, il pianote beaucoup, il va chercher un certain nombre de choses et il prend du temps à nous répondre. Parce qu'il a besoin de circuler dans 36 applis. Alors ça, c'est la base de base. Après, comment on fait et pourquoi? Il y a 3 outils de base qu'il nous faut. Un outil de design qui va permettre de capturer les applications, leurs écrans, les traces techniques et puis les différents éléments dont on a besoin, les champs, les boutons, etc. Et ensuite, pour construire le workflow qui dit, si je veux réaliser cette automatisation que faisait l'humain, eh bien, il va falloir que je copie telle valeur, que je la recolle à tel endroit, que peut-être je teste quelque chose et ainsi de suite. Donc, on va dessiner le workflow de ce que l'on est en train de scripter. Une fois que c'est fait, on le met à disposition et du coup, les utilisateurs sur leur poste de travail vont avoir accès à ces différentes automatisations et pourront les déclencher quand ils le souhaitent avec des boutons en mode interactif ou autre. On peut aussi faire de l'automatisation de masse. C'est ce que dans la littérature des analystes, on appelle le unattended, c'est-à-dire le non fait par un humain. Typiquement, c'est quand vous avez des fichiers avec beaucoup de lignes à traiter et qu'il y a un certain nombre de tâches à faire. On peut confier ça à un robot sur un serveur et puis le monitorer pour faire que chaque matin à 8 heures, le fichier est traité, ou bien quand un certain fichier arrive dans un certain répertoire, il est pris en charge et la série de traitements sont faits. D'ailleurs, on n'a pas été très surpris de voir qu'on a écrit quelques robots prêts à l'emploi pour les clients sur des besoins génériques. Le plus utilisé, c'est celui qui permet de créer des bons de commande depuis des fichiers Excel. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, comme ça, tous les matins, reçoivent des fichiers qui viennent de différents services de vente et donc vont créer des bons de commande en mode automatique dans l'ERP à partir de ce fichier. Et donc, une fois que j'ai ces 2 briques, mon outil de développement, mon outil d'exécution, je vais piloter l'ensemble, en règle générale, avec un système sur serveur, voire cloud, qui va diffuser les nouvelles versions de script, qui va envoyer des commandes de travail au serveur ou qui va mesurer statistiquement ce qui a été fait par les différents utilisateurs. Et alors, le pourquoi, clairement, il faut regarder tout ce qui est manuel et répétitif, et ça, il y en a énormément. Très souvent, quand certains me disent « je ne vois pas très bien », je leur dis « attendez, regardez juste chez vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, tous les matins, reçoit un fichier Excel et doit faire des choses ?» Eh bien voilà, ils ont trouvé leur premier cas. Et j'en ai toujours trouvé.
Deuxième chose, qu'il y ait du volume. Et alors, le pain béni pour la RPA, c'est le côté multisystème. Il existe des tas d'outils qui permettent de faire des macros, des scripting, mais en règle générale, c'est dans leur monde. On sait faire des macros Excel, c'est super, mais ça sait faire que du Excel en gros. Par contre, dès que je vais avoir de l'Excel, du CRM sur le web et une vieille appli en AS400, ça devient moins drôle. Là, toute la force du RPA, c'est cette capacité à être transverse sur les technologies. Et donc, moi, je sais du coup, avec nos outils, écrire un scripting qui se moque éperdument du fait qu'il y ait 7 applications pour réaliser quelque chose et que ces 7 applications, elles sont dans 7 technos différentes. Ce n'est pas le sujet. On travaillera de façon efficace là-dessus. Alors, pour montrer un peu plus comment ça se fait, là, j'ai un exemple. L'application capturée, c'est la page web de IMDb. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Internet Movie Database. C'est presque l'ancêtre de Wikipédia. C'est un site absolument extraordinaire. On peut trouver toutes les infos sur tous les films qui ont été faits depuis la nuit des temps. Et donc, on a capturé l'écran, on voit qu'il y a une zone pour saisir, un bouton pour faire de la recherche, puis des résultats, des choses mises en avant. Une fois qu'on l'a capturé, on va aller poser dessus en drag and drop des actions. Donc, je veux mettre une valeur dans la zone de recherche, cliquer sur le bouton, faire apparaître la page de résultats des recherches. Voilà, si simplement que ça, on le voit sur la partie gauche, j'ai créé mon workflow. Et ça va me permettre de diffuser un automate qui est capable d'aller chercher le nom du réalisateur sur une liste de films que j'ai dans un fichier Excel, par exemple. Et puis, je vous laisse après imaginer plein d'autres idées. Du coup, Philippe, merci pour cette présentation du RPA en 5 minutes. Je crois que c'est la première fois que j'ai compris réellement ce qu'il y avait derrière le terme RPA. Ok, maintenant, si on en arrive un petit peu aussi au sujet de la conférence, est-ce que tu as des exemples qui vont permettre de comprendre un petit peu comment utiliser le RPA? Notamment, alors, on vit une pandémie depuis quelques mois maintenant. On n'en est pas encore à quelques années, mais ça ne saurait tarder. Comment on peut gérer des périodes de crise? Et puis, plus simplement, est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé hors crise, c'est-à-dire l'inclure directement dans les process de fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation? Eh bien, écoute, j'aime bien que tu me flattes en me disant que j'ai réussi à t'expliquer la RPA en 5 minutes. Alors, je peux même le faire en quelques secondes. Et c'est quelque chose que j'aime bien quand on me demande ce que c'est. Je dis, c'est simple. Vous avez des collaborateurs, vous les avez en règle générale embauchés parce qu'ils étaient un peu intelligents. Et je constate qu'ils passent plus de temps à faire des copier-coller. Voilà. Le RPA, il est là pour ça, c'est-à-dire faire les copier-coller à sa place et utiliser le cerveau des collaborateurs. On n'est pas du tout là pour supprimer de l'emploi, on est là pour faire en sorte que les gens ils aient un travail intéressant et une relation intéressante avec leurs clients. Alors maintenant, pour donner l'exemple, je vais donner l'exemple qui a été fondateur pour moi, qui a fait que j'ai compris qu'une start-up que j'avais rencontrée qui faisait un peu ça s'appelait même pas RPA à l'époque, méritait un peu d'attention. Vous vous souvenez du petit volcan islandais au nom quasi imprononçable de Eshkallakoful? Alors moi, je m'en souviens bien parce qu'il a changé pas mal de choses. Il y a quelques années, j'accompagnais un petit groupe de voyage qui s'appelle Air France sur différents sujets. Et un jour, en arrivant à une réunion, la responsable projet me dit, écoute, je suis désolé, mais c'est la crise et on a même oublié de te prévenir que la réunion était annulée. Alors je lui dis, comment? Quelle crise? Elle me dit, le volcan. Je dis, mais c'est fini, c'est bon, ça y est, c'est arrêté. Elle me dit, oui, mais pas pour moi. Je dis, ah, quel est ton problème? Elle m'explique tout simplement que une de ses équipes est là pour s'occuper des remboursements de billets et qu'ils ont une force de travail d'environ 600, 700 billets par mois. Je dis d'accord, et elle me dit, le problème, c'est qu'on en a 65 000. Alors, je me dis, ah ouais. J'ai une intuition, je lui dis, écoute, j'ai rencontré récemment une start-up qui fait des choses assez bizarres en automatisation. Je me dis, ça va être très compliqué de t'aider à embaucher de nouveaux collaborateurs, de les former sur tout le process, d'aller rembourser des billets. Par contre, on peut peut-être embaucher des tas de robots. J'ai fait venir ces gens-là
On a écrit le process en peu près 2 semaines pour savoir comment repérer sur Amadeus qu'un billet a bien été impacté, qu'il est bien open, etc. Puis sur leur CRM, aller mettre des choses et puis au final se connecter à la plateforme SIPS d'Atos pour recréditer les cartes bancaires. Et puis on a commencé à le faire tourner en vrai. Ça a remboursé quelques billets. La direction financière est venue pour vérifier qu'on ne déconne pas. On rembourse de l'argent, donc ça sort de l'entreprise. Et puis, on a ouvert les vannes un peu plus gros. Et le résultat, je vous le donne en 1000, c'est simple, c'est que les 65 000 billets, on les a résolus en à peu près 3 mois. Alors que si vous faites le calcul, avec les 6 personnes qu'elle avait dans cette équipe, il leur aurait fallu 7 ans. Et là, ça a été un choc pour moi. Je me suis dit, il y a véritablement un avenir dans l'automatisation de certaines tâches. Ça permet de résoudre des problématiques lourdes et compliquées et casse-pieds. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui est plus récent, qui est Covid. On en a tous légèrement entendu parler. C'était au mois d'avril, fin avril l'année dernière. Le canton de Zurich nous a interpellés en nous disant on a un petit souci, c'est que avec le Covid, on a d'abord beaucoup de gens qui sont chez eux, qui ont pu toujours accès aux applis. Et puis de l'autre côté, on a tous les collaborateurs fonctionnaires du canton qui font des demandes d'allocation sur le chômage partiel et autres. Et ce process, il est un petit peu long, il est un petit peu compliqué, il est un peu consommateur. Et là, on est complètement à la rue, on n'est plus capable de le faire. Parce qu'ils recevaient sur une page web du canton les demandes d'allocation et ensuite il fallait vérifier l'éligibilité, un certain nombre de choses et puis aller se connecter sur, vous repérez un bel écran S400, aller saisir un certain nombre d'infos, déclencher le paiement, archiver le truc. Tout ça, ça prenait 20 minutes. Et ben, on a fait exactement comme avec l'histoire du volcan, on a dit, écoutez, on va essayer de regarder votre process, on va essayer d'automatiser une partie. Et c'est ce qu'on a fait. On a réussi à réécrire tout le script qui fait ça en à peu près 12 jours. Et donc, au bout de 2 semaines, on l'a mis en œuvre. Et depuis, ça tourne toujours. Ça remplace un process qui était particulièrement casse-pied et lourd. Et on a automatisé toute la séquence, sauf quelques cas qui, du coup, sont traités et qui sont en pure exception. Mais le canton de Zurich, ils sont contents. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que le process, alors, en mode automatisé, je ne sais même pas vous dire combien de temps il dure, quelques minutes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus un humain qui le fait. Donc, en gros, on est passé de 20 minutes de temps de traitement par demande d'allocation à 0 minute. C'est fait sur un serveur quelque part et on s'en moque éperdument. Alors, je parie, Marc, que tu as envie d'un troisième exemple, puis on peut sortir de la crise. Ouais, troisième. J'en ai plein. J'en ai plein. Je vais vous en donner un qui est aussi très, très intéressant. Il y a quelques années, on a fait un projet pour une banque en ligne qui avait besoin, une fois qu'ils avaient fini de faire une étude de dossier, de reprendre toutes les infos qui étaient sur le site web, banque en ligne, mais pour le mettre sur leur core banking. Alors, on a commencé à le faire, c'est pas très compliqué d'aller recopier le nom dans le nom, le prénom dans le prénom, ainsi de suite. Mais pendant qu'on travaillait, je me suis aperçu que les gens allaient tout le temps sur des tas de pages web différentes. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, ils m'ont expliqué que ça s'appelait l'éligibilité. C'est-à-dire que quand un client demande un compte bancaire, on vérifie s'il n'est pas fiché. Et en France, il y a 7 sources entre la Banque de France, les incidents de crédit, les personnes recherchées, etc. Et donc, ils allaient sur 7 sites web, les uns après les autres, en recopiant à chaque fois le nom, le prénom, la date de naissance et en attendant une réponse qui dit il est fiché ou il n'est pas fiché. Je leur ai proposé d'automatiser ça. Ce qui est très amusant, c'est que tout le monde m'a dit c'est pas la peine, on sait le faire. Oui, vous savez le faire, puis vous êtes habitué. N'empêche que c'est très mécanique et ça vous prend du temps. Pendant ce temps-là, vous vous occupez un peu moins de votre client. Donc, on a fait cette automatisation et là, j'ai découvert une des vertus à laquelle je n'avais pas pensé de l'automate, c'est qu'il a une force par rapport à moi, c'est qu'il sait faire les 7 pages en même temps. Moi, je ne sais pas. Moi, il faut que j'ouvre une page web, puis je copie le nom, puis le prénom, puis la date de naissance, puis j'attends la réponse, puis je note la réponse. L'automate, il est capable d'ouvrir les 7 pages en même temps, de copier les 3 variables en même temps et de repérer les OK, les pas OK en même temps.
Et du coup, c'est un gain opérationnel gigantesque. Et des projets comme ça, on s'aperçoit qu'il y en a un peu partout, un peu beaucoup, et c'est la vertu, vraiment, là, du RPA, c'est d'aller chercher les faces cachées de l'iceberg, toutes ces petites tâches que les gens font à longueur de temps et qui font que pendant ce temps-là, ils font moins leur cœur business, ils sont un peu moins attentifs avec leurs clients et c'est plus lourd à gérer. Alors, et pour continuer là-dessus, du coup, ça veut dire que pour mener un projet au succès, il ne faut pas uniquement s'arrêter sur ce que pensent en spontané les utilisateurs quand on leur demande ce qu'on peut faire pour les aider. Il faut essayer d'aller décoder la face cachée. Il faut aller regarder comment ils travaillent. Puis après, il va y avoir un travail lourd qu'on connaît tous de préparation du dossier, de compréhension des process, de retrouver les règles non écrites, d'aller mesurer l'intérêt de ça, de faire des calculs de ROI. Il y a beaucoup de méthodologies. Puis alors, il y a une image que je vous ai mis là parce que pour moi, elle est tellement marquante de choses qu'on voit entre la façon dont les gens expriment les choses et puis ce qu'il faut en comprendre. Et voilà, cette image d'un gamin à qui on a demandé de colorier la moitié des voitures en rouge et qui a en fait colorié en rouge la moitié, qui a colorié à moitié chacune des voitures. C'est ça, c'est cette partie qui est en plus très plaisante et très intelligente dans un process, c'est d'aller comprendre au-delà des mots bizarres qu'utilise chaque entreprise dans leur métier avec leurs outils, etc., d'aller comprendre ce qu'on peut faire pour eux. Et je peux vous garantir juste une chose, ça c'est mon expérience qui parle, quand vous automatisez des tâches de bas niveau comme ça, ensuite vous avez des tas d'utilisateurs qui vous adorent. L'effet smiling dans le RPA est assez puissant. Et alors, une dernière petite slide que j'aime bien, voilà. Pensez à la méthodologie, sachez aller regarder de près comment il faut penser et comme ça, vous arriverez à des projets qui ont du succès, qui apportent du bénéfice à l'entreprise. Et vous ne serez pas dans le dessin de l'ami Antoine Chéreau, qui est tellement typique de certaines réactions. Philippe, tu as beaucoup insisté finalement sur la partie gestion en mode crise, c'est-à-dire j'ai une équipe qui n'est plus capable de répondre avec les outils à sa disposition à l'afflux de demandes clients, alors que ce soit le canton de Zurich ou Air France. Il y a un intérêt à le mettre en place en cycle nominal, c'est-à-dire intégrer le RPA directement dans le fonctionnement de ton produit, de ton applicatif? Bien sûr, bien sûr. Une fois de plus, dès que je fais en sorte qu'un humain utilise un peu plus son cerveau que sa rapidité de copier-coller, je lui apporte de l'intérêt dans son travail. 2, je lui permets de se concentrer sur le cœur business de l'entreprise. Et 3, je le fidélise parce qu'il a un travail qui est plus intéressant. Je ne citerai pas le nom de la banque qui me disait ça il y a quelques semaines. Ils ont refait une étude pour mesurer quel était le temps passé avec les clients et le temps passé à faire de l'administratif. Figurez-vous que c'est 11% le temps passé avec les clients. Voilà. La lourdeur administrative me semble colossale. Ouais, c'est du 80-20, effectivement. Et du coup, tu l'as dit, quand on a des systèmes avec des technologies hétérogènes, ça peut valoir le coup parce que l'interconnexion va pas être possible. OK. Du coup, si j'essaye de conclure un petit peu pourquoi le RPA et l'agilité, ça fait bon ménage, tu l'as clairement dit, lorsque un produit a été bien conçu, mais qu'on fait face à un afflux inopiné de demandes à traiter dans un processus géré par un produit ou un applicatif, le RPA va permettre effectivement à très court terme, potentiellement plus rapidement que dans un cycle de développement back classique, réussir à délivrer le service et finalement à désengorger les files d'attente. Et puis, dans un mode un petit peu plus nominal, quand on est sur des SI hétérogènes, là, effectivement, que ce soit le product owner ou l'équipe de développement, va pouvoir réfléchir à l'intégration du RPA
dans le cycle de développement du produit. Du coup, ça va fonctionner que pour les utilisateurs internes, je suppose. Tu ne peux pas mettre du RPA à disposition de tes clients. Et non, parce qu'il faudrait équiper les postes de travail du client final. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, bon. Mais malgré tout, attends, juste un petit truc. On a enrichi, par exemple, un front d'une société d'assurance avec derrière des petits automates qui font un certain nombre de choses. Donc, en gros, qui font le travail qu'aurait fait un web service. Parce que, en règle générale, c'est d'aller chercher des infos, d'aller poser des infos quelque part. Et là où ça aurait été beaucoup trop lourd, beaucoup trop compliqué à développer pour l'IT, donc ils l'ont fait avec des petits robots. Donc, ils ont été capables d'enrichir de façon rapide et agile leur front juste en utilisant des petits robots qui font l'équivalent d'un web service. Top. Ok. On va passer aux questions-réponses, mais je vais proposer à Géraldine de nous rejoindre si elle le souhaite. Géraldine, es-tu là? Oui. Je suis là, tape 3 fois. Alors, le RPA, Géraldine? C'est bon. Oui, et ben merci beaucoup Philippe pour déjà ces premiers messages, je pense qu'ils nous sont bien passés, la simplicité de l'information, parce que moi aussi j'ai réussi à comprendre des choses, donc en tant que non-initié, c'est toujours agréable. Et à Marc aussi pour tes relances et la liaison que tu as réussi à nous faire. Ce que je vous propose, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, donc effectivement, vous allez pouvoir prendre les questions. Et Eléa, je te propose, en attendant le temps de lancer la première question, on va vous proposer le lien d'inscription pour ceux qui voudraient s'inscrire aux autres webinars. Le temps de faire la transition pour les questions-réponses. À tout à l'heure. Et ben dans les transitions, on a parlé de pandémie un petit peu. Donc ce soir, il y a Armel et Fabrice qui vont nous parler de l'agilité, un virus plus fort que le Covid. N'hésitez pas à vous inscrire. On va passer effectivement à la session questions-réponses. Philippe, si je commence, un sujet brûlant alors que j'avais posé en disant il gagne combien par mois ton robot, mais plus largement, effectivement, c'est quoi le modèle de coût auquel il faut s'attendre pour mettre en place des robots avec le RPA? Oui, c'est une question qui ne me surprend pas beaucoup d'ailleurs. Elle est très logique. Alors, en gros, un robot qui va fonctionner tout seul sur serveur, il coûte 6 000 € par an. Et un robot qui fonctionne sur le poste de travail d'un agent va coûter 600 € par an. D'accord. Donc, il est un peu moins bien payé que le conseiller client bancaire, ouais. Il n'a pas la même valeur ajoutée si je t'écoute. Oh, ok. Et du coup, tu réponds. Alors, moi, j'étais persuadé, du coup, dans ta présentation, que c'était une technologie plutôt orientée poste de travail. Et tu as des robots également sur serveur. Ok. Oui, tout à fait. Ok, donc celle-là. Travail de masse, en fait. Okay. Dès que je suis pas en interactif. Ok, super. Rapidement, pour faire le lien et pour fermer le sujet, quand tu as donné le Rex sur le volcan, tu as parlé de 3 robots. C'était donc 3 robots, alors sur poste de travail ou sur serveur, mais qui travaillaient en parallèle avec le modèle de facturation que tu as développé. Donc ça, ok, on est plutôt bon là-dessus. Alors, une question sur les limites techniques ou autres qui empêcheraient la mise en place du RPA. Merci Ronan pour cette question qui a été super likée. Tu peux développer largement, Philippe. Alors, on avait à un moment un frein sur certaines technologies très, très exotiques. Par exemple, Flash. Ça paraît surprenant, mais on a été confronté chez quelques très rares clients avec des applis en Flash. Et alors, Flash, c'est peut-être très joli, très dynamique, mais alors c'est atrocement difficile à piloter. Et alors maintenant, c'est même plus possible du tout puisque les nouvelles versions de Flash ont complètement fermé toute interaction. Donc, on est obligé de déclarer forfait. Maintenant, c'est rarissime. Ouais, et puis Flash a déclaré forfait aussi, vu que ça voilà. y est, officiellement mort, donc tout va bien. Maintenant, c'est officiellement mort. Il y a une appli qu'on n'aime pas vraiment qui s'appelle Access, parce que bien qu'elle soit faite par une petite boîte qui s'appelle Microsoft, elle ne respecte pas certains standards de Windows.
Et donc, typiquement, quand un curseur arrive dans un champ, ben, on n'a pas le feedback du fait qu'il est arrivé dans un champ. Donc, on a du mal à valider, contrôler le fait qu'on passe d'un champ à un autre. Donc, c'est un petit peu comme gérer un outil où on sait qu'après avoir appuyé 3 fois sur tabulation, on doit être dans le 4e champ, mais on n'en est pas sûr. Donc, le pilotage en mode aveugle, c'est pas globe. Après, le reste, globalement, on n'a pas de problème. Parce que, une fois de plus, même quand il y a une difficulté technique pour interagir avec une technologie trop ancienne, plutôt que les modernes, on a la main dessus, bah, on arrive au moins à passer une couche d'OCR sur l'écran, du coup, à lire comme l'humain. Hein, parce que nous, on est tous des humains. Quand on voit un écran, il est peut-être fait en web, il est peut-être fait en appli exe ou je sais pas quoi, mais bon, on a une fenêtre avec des couleurs, avec des choses écrites et ainsi de suite. Donc, on va le travailler en OCR. Voilà, côté technique, il n'y a pas de vraie limite. Après, c'est plus l'équation, et c'est pour ça que je réinsistais sur les faces cachées, sur la volumétrie. Voilà, de temps en temps, on a déclaré forfait ou surtout proposé à notre client de réfléchir différemment. Bah, c'est quand il propose de faire un automate sur un process qui est lourd, compliqué, bourré de règles et qui font qu'une fois par mois. Le ROI, il va être très lointain. En fait, la clé, c'est les myriades de copier-coller que les gens font sans arrêt. Ça va avoir un super intérêt, alors que le process qu'on fait une fois tous les 3 mois et qui a des règles super compliquées, ça va coûter cher à programmer et le gain pur économique va être faible. Sauf dans quelques cas. J'en ai notamment un projet qu'on a fait de temps en temps, c'est sur les déclarations solvency pour les assureurs, parce que voilà, c'est des déclarations de solvabilité, il faut traiter des tonnes de fichiers, faire plein de trucs. Alors, ils le font tous les 3 mois, sauf que c'est des règles un peu lourdes, mais pas trop. Mais là, ils ne l'ont pas fait pour le gain ROI, ils l'ont fait parce que si c'est un robot qui le fait, on est sûr qu'il le fait sans oublier la moindre étape. On est sûr qu'il le fait même si les 4 sachants sont en vacances ou malades. Et on est sûr qu'en plus, il ne fera pas de bêtises. Et les déclarations de solvabilité, si on se trompe, les pénalités peuvent être très, très, très coûteuses. Tu parles d'un sujet intéressant, les erreurs de copier-coller qui peuvent arriver, l'erreur humaine arrive et c'est pas grave, sauf quand ça a des conséquences assez graves dont tu peux parler. Est-ce que le robot, il fait des erreurs humaines justement, enfin, dit Alors, autrement, a priori, il ne fait pas d'erreur humaine, mais… est-ce qu'il fait des erreurs robotiques? Est-ce qu'il rêve à ses moutons électriques? Alors, c'est rare qu'un robot fasse des erreurs. Par contre, il se peut que le script fasse des erreurs. C'est qu'il a été incomplètement pensé et pas bien recetté. Et c'est d'ailleurs un peu notre conviction, c'est de dire que le RPA, ça doit quand même être fait comme un projet informatique avec un minimum de sérieux, un minimum d'études, de specs et puis de recettes derrière. C'est pas un outil qu'on doit diffuser dans la main de Madame Michu. Comme disait l'ami Mio, c'est quelque chose qu'il faut recéter. Et j'ai eu des exemples comme ça, hein, où quelqu'un n'avait pas complètement recetté. Et alors là, le défaut du robot, c'est que il fait des erreurs, puis il les fait de façon super obstinée. Oui, c'est quand je vais alors à la banque ou ailleurs et qu'on me dit c'est l'informatique qui marche pas. Non, c'est pas l'informatique, c'est l'humain qui a organisé l'informatique qui à un moment a fait une erreur. On est bien d'accord. L'informatique, c'est assez binaire, il paraît. Ok. Je ne sais plus qui disait, mais l'intelligence du programme s'arrête à l'intelligence du développeur. C'est un peu raide, mais c'est pas faux. Ce que je retiens quand même, c'est que finalement, dans les coûts que tu as donnés en termes d'ordre de grandeur sur serveur ou poste de travail, il y a également finalement un coût alors de développement. Tu as des retours sur finalement le delta entre du RPA et une automatisation côté serveur. Si tu as les bonnes technologies, par exemple, tu t'interfaces à des API, est-ce que je vais plutôt intérêt à partir côté RPA ou plutôt intérêt à partir côté script d'automatisation côté serveur? Alors, quand il y a des API, il faut en profiter. Ça coûte. Ce qui coûte, c'est parfois de les créer, les API. Alors, on a eu des cas où, en effet, l'arbitrage était est-ce qu'on fait du RPA ou est-ce qu'on crée une API? Et là, en général, l'équation, c'était un rapport indice. Ça coûtait 10 fois plus cher d'écrire une API que d'écrire un script.
Pourquoi? Parce qu'écrire une API, il faut avoir accès aux bases, il faut vérifier les règles, il faut remettre des règles métiers, etc. Alors que le RPA, c'est juste les données, elles sont exposées dans une appli qui est déjà sécurisée, qui a déjà ses règles métiers. J'ai juste à aller les picorer et c'est quand même assez rapide à faire. Par contre, et c'est intéressant qu'on parle des API, c'est que très très souvent, on fait aussi des automates justement parce qu'il n'y a pas d'API, puis il n'y en aura jamais. Ok. Quand on utilise des services externes, et il y en a plein qui n'exposent pas d'API et qui ne veulent pas en exposer. Ben, n'empêche que ce n'est pas une raison pour continuer à s'embêter. Ok. Et voilà. Donc, c'est ça la frontière. Du coup, ça fait le lien avec beaucoup de questions qui ont été posées également. Ronan, à nouveau, sur les sujets, OK, il y a la nécessité de mettre en place du RPA. Finalement, est-ce que c'est compliqué de convaincre une direction? Est-ce qu'il y a des arguments massus qui peuvent intéresser, qui peuvent aider toutes les personnes qui entendent à aller faire l'apologie du RPA en entreprise? Alors moi, évidemment, j'adore le RPA, donc ma réponse va être un peu biaisée, mais je constate quand même que quand on simplifie la vie des utilisateurs, qu'on leur permet d'avoir un travail plus riche, c'est quand même quelque chose de bien à faire. Après, alors, les métiers, dès qu'ils ont compris que ils vont pouvoir justement aider leurs collaborateurs et sécuriser un certain nombre de choses et donc se concentrer sur leur métier, ils sont assez vite amoureux du RPA. Donc ensuite, il y a un petit chemin de croix, c'est de convaincre le département informatique. Alors c'est plus facile maintenant que c'est un sujet qui est assez à la mode. Donc c'est pas un outil de plus, une couche de plus. Et surtout, très rapidement, ce que j'ai remarqué, ils se rendent compte que ça leur permet aussi de devenir plus agiles, de répondre plus vite aux demandes du métier de la direction générale et donc d'être un peu mieux considérés, hein, parce que l'informatique est souvent considérée comme l'endroit où les choses prennent du temps. Mais c'est normal, on leur demande aussi d'être fiables, d'être sécurisés, etc. Et j'en ai quelques-uns qui sont très, très amoureux du RPA, qui s'en servent même pour leurs propres besoins, parce qu'ils se sont aperçus que bah ouais, c'est quick, mais c'est pas que dirty. Donc ça permet de faire des choses proprement, rapidement, stables dans le temps, et qui font bah, les choses que de toute façon ils ne pourront pas faire. Il y a même des exemples, tiens, juste pour rire, celui-là, moi, il m'avait sidéré. Dans un organisme financier, il rêvait d'avoir du click to call, donc la capacité en cliquant sur un numéro de téléphone que ça numérote. Sauf qu'ils étaient sur du 3270 et que l'informatique leur disait pour faire ça, il faudrait changer plein de trucs, y compris leur téléphonie. Bref, la note était juste extrêmement chère. Et comme un jour il m'en parlait, je lui dis bah attends, moi click to call, bah oui, je repère ton téléphone, le gars il a cliqué dessus, je prends la petite chaîne de chiffres et je t'envoie ça sur ton Alcatel. On lui a réalisé en 4 jours. Et ben l'informatique est venue me remercier. Parce que on leur a rendu le service, ils étaient contents et ils n'étaient pas obligés de faire un énorme projet super lourd, super casse-pied de refonte. Ok. Voilà. Super. Alors, tu parles beaucoup justement d'interaction, d'interconnexion de systèmes. Il y a des questions d'un certain Cyril qui sont intéressantes. Finalement, c'est tout ce qui est les sujets autour de l'interopérabilité, tu en as assez bien parlé, mais techniquement, est-ce que comment ça fonctionne? Je pense que tu y as répondu aussi. Le vrai sujet qui reste sur cette question-là, à mon sens, c'est la sécurité. Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il faut faire des vraies études d'impact en termes de sécurité? Je pense notamment, alors, si je donne un exemple de mon quotidien, l'authentification à 2 facteurs se généralise, les durées des sessions se réduisent au fur et à mesure. Est-ce que c'est des biais ou des contraintes pour le RPA? Et je poserai la question suivante après, t'inquiète pas. Alors, en termes de sécurité, à la base, le RPA, il va reproduire ce que fait un humain sur l'infrastructure des clients avec leurs applis. Donc, en théorie, on ne fait rien de très nouveau. Et donc là où l'utilisateur avant prenait des infos là, les posait là, etc., on va scripter ça et on va le faire sur son poste, sous son contrôle, donc comme s'il avait un assistant qui faisait les basses tâches pendant que lui, il fait les choses plus intéressantes. Donc il n'y a pas de problématique. Ça a souvent été un gros sujet, mais
dès qu'on réexpliquait bien clairement aux gens de la sécurité que le script allait faire ce que fait un utilisateur sur son poste, avec ses applis, avec les règles métiers, il ne pourra pas outrepasser les contrôles. Typiquement, si un utilisateur n'a pas le droit de faire certaines choses, bah, son script, il va se faire rejeter de la même façon. Donc, pas de problème. Par contre, alors, sur l'accès à des services, oui, ça commence à devenir compliqué, les histoires de double facteur et autres. Bon, à partir du moment où une entreprise utilise des services externes qui sont sécurisés, c'est donc qu'ils ont une relation. Donc, ce qu'on propose dans ces cas-là, c'est qu'ils leur ouvrent un canal spécifique pour le robot. Et que le robot soit déclaré, reconnu avec des adresses IP, etc. Donc, ils savent que… Et du coup, on n'a pas besoin de passer par une authentification double facteur. Si on ne peut pas en discuter comme ça, parce qu'on va chercher des infos chez quelqu'un et que pour X raisons, ce n'est pas un partenaire immédiat, il y a des ruses. On sait faire. Ok. Voilà, j'en ai mis en place quelques-unes. Et alors, okay. Et je finis une autre chose. Les time-out, alors ça c'est un gros sujet. Dans le monde bancaire, typiquement, on nous a toujours interdit de mémoriser les users, les passwords et de les jouer à la place de l'utilisateur. Par contre, les utilisateurs se plaignaient qu'il suffit qu'une appli n'ait pas été utilisée pendant un certain temps, mais qu'il en a besoin. C'est au moment où il en a besoin qu'elle est en time-out. Alors, on a une ruse, je vous la livre, c'est taquin. On sait qu'on manipule 4 applis qui ont des time-out. On a mis en paramètre les temps de time-out et donc on va réveiller ces applis 10 secondes avant qu'elles sautent. Ok. Et donc le robot, voilà, il se dit tiens, ça fait 8 minutes et demie qu'il ne l'a pas utilisé, celle-là, hop, je fais un refresh de la page et le time-out ne vient pas. Ok, les RSSI ne doivent pas être super contents, mais je leur laisse le travail. Du coup, la question en lien qui est intéressante, finalement, tu parlais de je vais récupérer de l'information dans un service qui n'est pas nécessairement un partenaire. Si je me positionne du point de vue du service qui n'est pas partenaire, est-ce que j'ai un moyen de me prémunir contre la RPA? Ouais, bah, évidemment, si l'outil qui va faire la recherche est très régulier, etc., bah oui, on va repérer qu'il y a beaucoup de requêtes qui viennent de la même adresse. Bon, ça va faire… voilà, donc on a été amené à faire des choses. Alors, jamais du pirate, mais on a monté pour quelqu'un un outil qui va toutes les semaines regarder les prix de ses concurrents, puis refaire une petite table. Bon, bah, il ne voit pas grand-chose. On en a un autre comme ça qui va scanner un grand site de e-commerce un peu connu sur ses gammes de produits qui se remontent les prix, les dispos, histoire d'eux. Bon, bah, il pourrait faire ça avec des humains. Alors, en l'occurrence, ce qui craignait de se faire repérer, ce n'est pas un seul robot qui le fait, c'est une vingtaine de robots sur une vingtaine de postes et qui sont déclenchés de façon aléatoire. Okay. Globalement, ce que tu dis, c'est que dès le moment où l'information est publique, elle est publique et en fait, tu ne peux pas t'en prémunir contre le… Tu ne peux pas te protéger contre l'utilisation de RPA ou d'autres techniques d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai un certain âge et c'était l'époque où tu passais des sites web offline parce que tu n'étais pas connecté en permanence. Donc, ça te permettait d'éviter de rallumer ton modem 56K. Je ne sais pas si ça te parle et si ça parle à la foule en délire, mais j'ai vécu ça. C'est-à-dire tu téléchargeais tout une fois, puis après, tu regardais offline parce que tu étais facturé à la minute. Les aspirateurs de web. Alors, d'autres questions. Une fois que c'est mis en place, est-ce qu'il y a un système de maintenance, que ce soit en coût humain ou en coût monétaire? Tu as parlé des coûts des forfaits en tout cas, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a de la maintenance à réaliser? De temps en temps, il y a une appli qui bouge, donc le script, il faudra peut-être l'aider, pas toujours, parce que des fois, l'appli, elle bouge, mais les champs, ils ont toujours le même nom et les mêmes ID, donc il n'y a pas de problème. Puis de temps en temps, il y a une vraie évolution d'application, donc il faut aller faire un peu d'adaptation. C'est assez léger globalement. Okay. C'était la crainte numéro 1 de nos clients à une époque. On se rend compte que le temps moyen pour intervenir sur une… Enfin, pas le temps, mais la fréquence, c'est environ tous les 18 mois. On retouche à un script. D'accord. Ouais. Indirectement, ça veut dire aussi que si mon entreprise a fait le choix de mettre en place du RPA, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir dans les développements de nouveaux applicatifs pour qu'ils soient plus compliant avec le RPA?
Le RPA, il est par essence complémentaire avec n'importe quoi. Donc, on s'en fout. Mais voilà. Puis, l'imagination et la créativité de l'humain est telle que de toute façon, de nouvelles façons de faire, de nouveaux types d'interfaces vont arriver. On ne saura jamais, comment dire, contrôler ça. Il suffit de voir, quand je pense aux applis AS400, 3270 qu'on a connues, bon, c'était simple, hein, c'était des lignes, des colonnes, etc. Puis sont arrivées des applis exe un peu plus sympas. Puis maintenant, c'est du web et des fois, il y a des couches, des parties dynamiques. Enfin, tout ça, ça évolue. Tout notre travail, nous, ça va être capable de s'adapter à ces différents outils et de toujours apporter un vrai service après. Ok, super, merci. Julien qui nous pose une question en mode Inception. Est-ce que tu peux mettre du RPA dans les processus créatifs et ou de développement? Donc, en gros, est-ce que tu peux aider les développeurs en mettant du RPA pour qu'ils développent plus rapidement, plus efficacement, par exemple, ou dans les processus créatifs? Là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais… Alors, ouais, je vois pas tout de suite. Par contre, utiliser la RPA comme un outil qui peut solutionner des réflexions dans des sessions de création, oui. On l'a fait d'ailleurs, alors tiens, c'est très drôle, complètement par hasard sur une session d'idéation avec un grand industriel. Ils évoquaient leurs différents problèmes. Un de leurs problèmes était les claims qu'ils ont de la part des grands distributeurs sur les délais, les retards de livraison, etc. Et quelqu'un a dit, en fait, ce qui nous pose un vrai problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler tous les claims parce qu'il y en a trop, parce que chacun a ses outils différents. Et une des personnes s'est dit, mais attends, j'ai vu récemment un Gugus qui me parlait d'automates, peut-être que… Et donc, on est intervenu dans ce truc et on leur a permis de monter un outil qui va contrôler chaque claim du distributeur pour vérifier s'il est valide. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que l'équation en gain pour eux, elle est juste énorme. Je ne peux pas en parler beaucoup plus loin, mais c'est beaucoup plus que je ne leur facture de licence. Bon, bah parfait. Alors, si en plus c'est un produit rentable, génial. Du coup, ça fait un peu le lien aussi avec la question de Véronique. Quels sont généralement les plus gros impacts lors de la mise en place d'un RPA, que ce soit humain, technique, client, finance? Donc, tu as parlé d'effets financiers importants, courir un risque finalement vis-à-vis un risque financier. Au niveau humain, technique, client. Alors, au niveau humain, ouais, vas-y. Ouais. Alors, au niveau humain, il y a un truc sympa, c'est qu'il n'y a pas vraiment de change management. Bon, c'est dommage pour ceux qui sont dans le conseil qui aiment bien faire ça, mais voilà, quand on va voir un utilisateur et qu'on lui dit, tu te souviens, avant, tu faisais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et maintenant, tu appuies sur ce bouton, on ne lui dit pas 14 fois. Ça rentre très, très vite dans leurs usages. Et la satisfaction utilisateur, elle est, je réinsiste, hein, peut-être que je ne suis pas crédible, mais moi, j'ai beaucoup d'amis dans beaucoup d'entreprises parce qu'on leur a amené vraiment des trucs magnifiques. Il y a un impact côté IT, il faut penser à vraiment penser l'automate, le mettre dans le patrimoine et savoir que si on bouge telle ou telle appli, il va falloir aller regarder s'il n'y a pas un impact sur le script. Parce que sinon, ça va être comme d'hab, hein, c'est le métier un matin qui va dire monsieur, ça ne marche plus. Voir avec ses partenaires. Hein, parce que le partenaire aussi, il peut changer le look de son appli et puis pas penser à prévenir ses différents utilisateurs. Mais globalement, non, il n'y a pas beaucoup d'impact. Après, moi, dans mes rêves les plus fous, c'est que justement, ces idées-là deviennent un peu plus génériques et qu'on ait un peu plus de clients qui réfléchissent le RPA comme un vrai programme d'amélioration au quotidien, d'amélioration sur la relation client et autres, et qui se disent, voilà, on ne va pas juste aller chercher des pain points, mais on va les regarder partout où on peut s'en servir. C'est pas que je vais vendre plein de licences, mais les gisements sont tellement magiques, on peut tellement apporter du confort de travail aux utilisateurs que c'est dommage de s'en priver. Ok, super. Ça me va. Donc, effectivement, en termes de finances, tu as parlé des impacts. Humain, change, tu en as parlé aussi.
Ce que tu dis, c'est qu'en gros, les utilisateurs ont la banane quand ils arrivent au travail, une fois que tu as déployé ce genre de choses, parce qu'ils n'ont plus de tâches réverbatives, pour rester poli. OK. François qui nous demande globalement, est-ce qu'il y a… Alors, la question est IA et RPA, pour l'interrogation, que je vais transformer en y a-t-il un lien entre IA et RPA, ou peut-on les interconnecter parce qu'ils sont différents? Non, c'est une très bonne question. Alors, il y a l'IA et puis l'IA complexe, l'IA fantasmée qui pense à notre place, et puis l'IA un peu plus, je dirais, verticale, très précise métier. C'est la première qui vient, celle-là. Typiquement, les clients qui commencent à faire un peu sérieusement du RPA, tout d'un coup, ils me disent tous la même chose. Comment vous faites pour gérer des scans? Parce que tout d'un coup, ils se disent, ah bah tiens, j'ai plein de trucs, de documents qui ont été scannés, et puis où il y a des gens qui ressaisissent des trucs. Bah, et évidemment, bah, on leur dit, bah oui, on a des copains qui font de l'OCR, voire du document extraction. Donc, bah oui, on va prendre les docs, on va aller picorer ce qui est intéressant dedans, et puis on va aller le saisir dans le RP. Et donc, le robot devient le bras armé de l'outil qui sait analyser ces documents. Parce que parfois, il existe même des chaînes complètes qui savent prendre des factures et les mettre dans le RP, mais voilà, certains ont des trucs hétérogènes. Donc oui, on répond avec de l'OCR. On répond avec un peu de NLP sur, pareil, de temps en temps, l'autre question, c'est, moi j'ai des emails qui ne sont pas très structurés. Eh ben oui, on va utiliser des moteurs sémantiques pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dedans, puis aller agir. Alors, NLP, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pardon. Le Natural Language Processing, donc le traitement automatisé du langage. Et pour donner un exemple, on a fait ça chez un grand du voyage qui recevait des réservations de différents tours opérateurs. Donc chacun écrivait dans sa langue, dans sa façon d'être, et puis comme il voulait, pour réserver des chambres d'hôtel, des cottages. Bon, on allait dans l'email repérer le nombre de participants, la date de début, la date de fin, les catégories de pricing, etc., pour aller le saisir, là encore, dans de la S400 d'ailleurs. Et c'était un boulot que se tapaient des gens. Et là aussi, ces gens-là, ils sont allés au plateau d'appel répondre à de l'appel client, ce qui était quand même un peu plus sympa que de passer sa journée à saisir dans la S400 des trucs qui venaient d'email. Par contre, il faut un peu d'intelligence parce que c'est structuré n'importe comment, voire petit truc qui nous avait surpris, on avait complètement oublié. Les Anglais, ils ont une drôle de façon de mettre le mois et le jour dans une date. Bon, faut un peu de trucs intelligents pour être capable de comprendre que 3/11, des fois c'est le 3 novembre, des fois c'est le 11 mars. Ah oui. Ça me rappelle des anecdotes de problèmes de date, tout ça. Merci, merci du rappel. Allez, la petite dernière pour la route. Donc, c'est Mathieu. Je ne sais pas si tu connais Zapier ou Integromat, mais donc Mathieu dit ils font globalement la même chose. Si je rajoute, moi je suis un fervent utilisateur de Mac et d'iOS, donc il y a raccourci sur iOS, il y a Automator sur Mac. Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes approches? Oui, alors, oui et non. C'est un peu la même logique. Alors, Zapier ou IFTTT aussi, que j'ai bien connu, sont des outils qui permettent en effet de déclencher des choses à partir de règles sur différents types d'outils, etc. C'est très efficace. La limite, c'est que ça ne sait pas interagir sur tout type de techno. Moi, je ne sais pas faire du Zapier sur de la S400 ou du 3270 ou un certain nombre d'applis exécutables qu'on trouve chez les clients et qui n'existent pas. Et puis Automator, alors moi aussi, je suis un super fan de Mac. Je crois que d'ailleurs Automator est déprécié maintenant. Mais bon, des Macintosh comme poste de travail dans des entreprises, j'en ai pas encore vu, à part chez Apple. Mais par contre, alors ça, c'est, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bientôt, j'aurai de la RPA qui tournera en Mac. Parce que Apple souhaite être notre client et puis il nous a dit que bah oui, chez eux, c'est macOS ou macOS. Donc, on va adapter l'agent pour tourner sur macOS. Ouais, il y a quand même un sujet peut-être. Alors moi, je reste sur Automator raccourci parce que c'est des outils que je connais. C'est pas nécessairement simple de diffuser les scripts au niveau d'un parc.
Alors, il y a quelques entreprises quand même qui ont un parc macOS, on va être clair, mais effectivement, c'est pas nécessairement simple. Donc ça, là, je vois une limite là-dessus. Écoute, Philippe, on arrive au bout de l'échange. Je vais demander à Géraldine de nous rejoindre. Un énorme merci pour le temps, pour la présentation et puis pour la réponse aux questions. J'espère que ça vous a plu. Et Géraldine, je te laisse la main pour conclure. Merci Marc, merci Philippe. C'était très agréable de parler robots avec vous. Je suis sûre qu'on en a appris tous beaucoup plus. Donc, un très, très grand merci pour votre présentation et la réponse aux questions. Et comme vous le disiez, Marc, on a une deuxième conférence dans la journée à 17h avec Fabrice et Armel. On parlera de virus, mais celui-ci est beaucoup plus sympathique. Pas besoin de vaccin, pas de variant. L'agilité, un virus plus fort que la Covid. On saura ça tout à l'heure à 17h. Merci à tous et portez-vous bien. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. À tout à l'heure. Merci, belle journée. Au revoir.